Le problème principal pour moi de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est, avant même de parler du fond, des orientations budgétaires de plus tôt, c'est le principe du rapport, et c'est ce que présente ce rapport. J'avais déjà fait la remarque l'an dernier parce qu'on avait eu une baisse de qualité de ce qui nous a été proposé. Je ne parle pas de qualité de fond sur la justification comptable de ce qui est présenté dans le rapport, je parle de périmètre du rapport. Dans le processus budgétaire, on a le rapport d'orientation budgétaire qui intervient 15 jours avant le budget, normalement. Bon, je sais que cette année, c'est pas possible, donc on le fait en même temps, mais qui est l'occasion d'avoir une vision, en tout cas d'avoir une vue sur votre vision politique pour l'année à venir. C'est ça l'objectif du rapport d'orientation budgétaire. C'est ça aussi qui était l'objectif auparavant du débat d'orientation budgétaire, il y a quelques années, et c'est pour ça, et c'est dans ce cadre du rapport d'orientation budgétaire qu'on peut avoir des interventions, comme vient de le faire mon collègue Vincent Dubail, qui sont des interventions politiques, sur le fond, sur la vision. Aujourd'hui, et cette année, mais comme l'année précédente, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir à partir du rapport d'orientation budgétaire parce qu'il ne joue pas son rôle. Je ne dis pas que ce qui est à l'intérieur n'est pas intéressant, je dis juste qu'il est hors sujet. C'est-à-dire que, en fait, le document qui nous a été proposé est une description du budget. La preuve, c'est que la personne qui le présente, c'est Monsieur de Tilloy, qui le présente sous l'angle vraiment budgétaire, comptable. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait intérêt à avoir, mais plus tard, tout à l'heure, sur le point du budget et potentiellement compte administratif. Mais sur le compte administratif, d'ailleurs, la logique a été plus respectée, puisqu'on a d'une part le rapport d'activité qui contient le fonds politique, et d'autre part, dans un second temps, le compte administratif qui, lui, est la vision financière et comptable du rapport d'activité finalement. Pour le budget, ce n'est pas le cas. Donc c'est difficile de se positionner par rapport à vos ambitions plutôt pour l'année à venir. En fait, ce que vous avez indiqué dans le rapport, c'est alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est plus de 50% du rapport qui constitue une présentation globale de ce qui se passe en France, de la conjoncture, voire même internationale. Est-ce que c'est, je ne sais plus si c'est dans celui-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de dossiers, mais qu'on nous présente par exemple le taux d'endettement de la Hongrie, voilà, des choses qui sont intéressantes, hein, sans doute dans l'absolu. Néanmoins, pour les orientations budgétaires de la ville de Puteaux, je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent. Donc il y a toute cette partie-là, et ensuite il y a toute la partie comptable en disant ben là on a mis tant d'euros sur telle ligne, puis tant d'euros sur telle ligne, puis tant d'euros sur telle ligne, qui ne correspond pas du tout à une vision budgétaire, ce n'est pas une vision politique, pardon, ce n'est pas un cap qu'on donne, ce ne sont pas des priorités, ce sont des explications en fait d'un tableur. Après, si on rentre un peu dans le fond de ce qui est dit, même si pour moi ça n'a pas lieu, je vais être très rapide parce que pour moi c'est pas l'objectif du rapport d'orientation, enfin du débat d'orientation budgétaire qui suit la présentation du rapport. Mais bon, vous nous dites, Puteaux ne reçoit encore aucun de ces dispositifs de péréquation. Tout à l'heure, je vous parlais des cartables qui sont de marronniers, mais ça c'est votre marronnier à vous. Vous voyez, finalement, chacun en a. L'impact de la perte de dotation, mécanisme de péréquation, contribution, c'est quelque chose qu'on nous ressort chaque année, avec des chiffres, là on parle encore de ce qui s'est passé en 2014, on comprend votre point de vue, vous connaissez le nôtre, peut-être qu'il serait intéressant de se projeter un peu, surtout pour des orientations budgétaires, plutôt que de reparler de 2014, et puis comme l'État nous asphyxie, ce qui est vrai d'ailleurs, pour un certain nombre de villes en France, mais j'aurai l'occasion d'y venir, pour plutôt le terme asphyxié est un petit peu fort. Alors on parle de la taxe d'habitation. Je me permets de relever, Monsieur de Tilloy, une inexactitude à laquelle vous ne nous avez pas habitués, lorsque vous nous dites que
les taux de la taxe d'habitation sont sans augmentation, et donc que les recettes sont sans augmentation. Bon, j'imagine que votre langue a fourché, mais on sait bien que les taux ne sont qu'une partie de la réponse, et que malgré le gel des taux, on le répète d'année en année, malgré le gel des taux, les recettes fiscales correspondantes continuent d'augmenter sous deux facteurs. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, mais évidemment, il y a l'augmentation des bases et l'augmentation de la volumétrie des logements. D'ailleurs, vous le dites vous-même dans le rapport, puisque vous citez, l'augmentation de la taxe d'habitation constitue, je cite, un produit intéressant pour la ville. Donc la taxe d'habitation, le produit augmente bien. Sur le FSRIF, alors vous n'en avez pas parlé cette fois-ci, mais en fait, si je lis bien les documents sur le FSRIF, bonne nouvelle, puisque on nous annonçait en 2019, vous nous annonciez en 2019 une forte hausse pour 2020. Ça devait être un cataclysme pour 2019 d'ailleurs, puisque c'était à l'époque. Finalement, en fait, on paye un peu moins que ce qu'on pouvait payer l'année d'avant. Plutôt une bonne nouvelle. Sur les recettes justement dont on parlait, on est à plus 3% pour la taxe d'habitation, plus 3,5% pour la taxe foncière. Donc on continue de s'enrichir, toujours un peu plus. Sur les investissements, mais ça montre un peu le rapport, qui est pas, enfin, il me semble pas très clair ce rapport. Sur les investissements, vous nous parlez de 4,4 millions d'euros au CCAS. Alors je me demandais juste si c'était pas plutôt du fonctionnement que de l'investissement là-dessus. Donc c'est pas de l'investissement sur de nouveaux investissements du CCAS, c'est plutôt sur le fonctionnement, la subvention. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que le rapport lui-même, encore une fois, ne joue pas son rôle. Donc il ne permet pas d'avoir ce débat politique qui est de prendre... Pourtant, vous avez... Ce qui est étonnant, c'est qu'on est en année électorale. Donc, en théorie, le rapport d'orientation budgétaire, vous auriez dû pouvoir copier-coller une bonne partie de votre programme dedans, en disant voilà nos orientations. Mais c'est pas du tout le cas. On a juste une page à la fin où on dit alors sur la sécurité on va mettre plus de 800 000 euros, alors sur ceci, cela on va mettre plus de 1 million, etc. Mais on n'a pas du tout la vision d'ensemble. C'est dommage. Ce qui est dommage aussi, et ça a été, je pense que ça sera évoqué par la suite plus longuement, mais c'est que on ait ce débat au mois de juin. Vous allez me dire, il y a la crise, etc. Chaque année, que ce soit Madame Hardy, que ce soit moi, chaque année, on regrette que, Monsieur Bourg aussi a beaucoup intervenu sur le mandat là-dessus, on regrette que cet exercice soit mené au mois de mars, ou de fin février quand on a de la chance. On vous dit à chaque fois, ce serait mieux de le faire en décembre comme beaucoup de communes le font. Parce que quand on examine un budget prévisionnel sur une année, il vaut mieux que l'année ne soit pas déjà commencée à 25%. Vous voyez à quoi ça mène? C'est-à-dire qu'on se retrouve, à force de faire ça en mars, et bien oui, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien en mars, on se retrouve à discuter du budget pour 2020 alors que la moitié de l'année est écoulée. Vous n'êtes pas responsable du décalage de mars à juin lié au Covid. En revanche, vous êtes responsable du fait de systématiquement prévoir le budget en mars et non en décembre.